2 fusillades menées apparemment avec des fusils d'assaut, avec plusieurs personnes impliquées. Et là, pareil, le bilan est très lourd, on parle déjà de plusieurs morts. Le djihad en Afghanistan, c'est un de ces événements qui a sans doute transformé le visage de l'islam mondial et transformé aussi la mentalité des musulmans. Il y a un mythe qui se construit qui est un peu similaire au mythe de Che Guevara. فنحن نتوقع لأمريكا يوما أسود وترجع وتلم أطرافها وتسحب جثث أبنائها إلى أمريكا. Nous avons décidé de lui retirer sa nationalité saoudienne et nous l'avons considéré comme un criminel. Tout le monde s'est mis à remercier Allah en disant « ça y est, on l'a fait ». Et Ben Laden leur a répondu « non, attendez ». C'était leur objectif, créer une armée islamique mondiale, l'armée du califat. Cela a permis à Al-Qaïda de trouver un second souffle, alors que l'organisation aurait dû disparaître à ce moment-là. Good evening. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda. Il dit qu'il avait mis sur les rails le djihad et que désormais il appartient à d'autres générations de remettre l'islam dans sa gloire. لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام أمانة ثقيلة. L'État islamique, c'est une administration, c'est une armée avec un chef, une mission, des moyens, des véhicules, du matériel et qui fait la guerre. Pour appréhender l'histoire, il faut des repères, des dates. Le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2015 font aujourd'hui désormais partie de celle du terrorisme. Même si comparaison n'est pas toujours raison, il existe d'indéniables similitudes. Un choc et un traumatisme, des attaques terroristes coordonnées en écho à un conflit qui nous paraissait lointain et qui s'invite de la manière la plus violente dans le quotidien des populations. Avec à la clé ici encore des réflexes sécuritaires et une stratégie militaire qui s'intensifie. Hier donc, un leader, Oussama Ben Laden, aujourd'hui Abou Bakr el-Baghdadi. Durant des années, le spectre d'Al-Qaïda, désormais celui de ses héritiers, qui ont pour ambition d'aller encore plus loin avec Daesh. Comment sont nées ces organisations terroristes, ces groupes djihadistes? Après un an d'enquête, nous allons vous raconter, grâce à un documentaire, les origines de ce terrorisme islamiste, comment les plus grandes puissances s'y sont perdues, comment les services de renseignement ont parfois eu bien du mal à convaincre leurs dirigeants de l'urgence de la menace. Mais d'abord, savez-vous quand tout cela a commencé? À l'époque, le monde était bipolaire, une guerre froide qui a parfois figé les esprits, alors que d'autres projets étaient déjà en train de se dessiner. Le premier acte va se jouer à la Mecque, en Arabie Saoudite. Nous étions alors en 1979. Ce jour-là, des milliers de pèlerins sont rassemblés autour de la Kaaba, la pierre sacrée de la grande mosquée de la Mecque, pour célébrer le passage à l'an 1400 du calendrier musulman. Lorsque soudain des coups de feu retentissent, un commando armé vient de prendre la place de l'imam qui assure la prière. Une voix alors résonne dans tous les haut-parleurs. Quatre jours plus tard, c'est à l'Élysée que l'histoire se poursuit. Le président Giscard d'Estaing vient de recevoir un appel des autorités saoudiennes. C'est une prise d'otage qui est en cours à la grande mosquée de la Mecque. Il y a des centaines de morts. La famille royale a besoin de l'aide de la France. La France était une nation amie et elle l'est toujours. Il y avait une vraie coopération entre les renseignements saoudiens et français. Le prince Turki a demandé au président Giscard d'Estaing si on pouvait avoir l'aide du GIGN pour les aider à résoudre cette prise d'otage. Tout est parti de cet homme, Jueyman al-Otaibi, un ancien garde national. Avec l'aide de 300 islamistes armés, il vient de s'emparer du plus haut lieu saint de l'islam. Il reproche à la famille royale saoudienne d'être corrompue par les Occidentaux
et réclame sa chute. Et là, j'ai eu droit à un cours venu directement du président Giscard d'Estaing, expliquant ce qui pouvait se passer si l'Arabie saoudite tombait. Les rebelles sont retranchés dans les sous-sols de la mosquée avec des milliers de pèlerins en otage. Les forces saoudiennes sont incapables de les déloger. Les criminels qui avaient pris la grande mosquée s'étaient barricadés dans les sous-sols. Ils avaient pris position, et même si leur armement était sommaire, il était suffisant pour leur permettre de résister à un assaut frontal. Sur ordre du président, le commandant Bhutto envoie 3 de ses hommes en Arabie saoudite pour prêter main forte à l'armée. Les ordres que j'avais donnés, c'est vous les formez, vous les encadrez, on fait le schéma tactique ensemble, et dès qu'ils sont prêts, ils font l'opération tout seuls. Le 28 novembre, l'équipe du GIGN s'envole pour l'Arabie saoudite. Leur point de chute, la ville de Taïf, à quelques kilomètres de la Mecque. Ils ont rendez-vous avec des officiers de la garde nationale totalement désemparés. Il a fallu regalvaniser des troupes, leur donner une raison de se dire qu'ils allaient pouvoir gagner. Pour libérer la grande mosquée, les officiers français ont besoin des plans. Les Saoudiens n'en ont pas. Ils font alors appel à l'entreprise qui vient de réaliser des travaux de rénovation, le groupe Ben Laden. Ils avaient tous les plans. Les plans du réseau de tunnels, du réseau électrique, tout ce qui était nécessaire pour élaborer efficacement un assaut. Pendant 4 jours, les hommes du GIGN préparent leur stratégie. Ils pensent pouvoir forcer les insurgés à sortir en répandant du gaz incapacitant dans les sous-sols par les conduits d'aération. L'opération est risquée, compte tenu du nombre d'otages, mais les autorités saoudiennes donnent leur feu vert. Vous avez en face de vous 300 hommes armés, c'est pas une prise d'otage, hein, c'est un affrontement, c'est la guerre. Les otages, on n'y pense plus, là, c'est plus possible. Il y a trop de gens. Le 3 décembre 1979, au petit matin, l'assaut est donné. Les hommes du GIGN restent à l'hôtel pour suivre les opérations à distance. En tant que non-musulmans, ils n'ont pas le droit d'entrer dans le lieu saint. Les forces saoudiennes se dispersent sur l'esplanade et diffusent le gaz dans les sous-sols. Quelques minutes plus tard, les premiers rebelles sortent à l'air libre et sont aussitôt capturés. Dans les sous-sols, quelques insurgés résistent à coups de lance-flammes. Équipés de masques à gaz, les soldats saoudiens progressent dans l'obscurité. L'assaut final a eu lieu en dessous, avec des troupes qui ont investi les sous-sols et qui libéraient les pièces les unes après les autres. Les derniers rebelles se rendent au bout de quelques heures. Parmi eux, l'instigateur de la prise d'otage. Nous sommes parvenus à les capturer vivants, en particulier le chef des insurgés, Jueyman al-Otaibi. Après 14 jours de siège, grâce à l'aide de la France, l'armée saoudienne reprend le contrôle de la grande mosquée. Tous les insurgés capturés seront exécutés dans les jours suivants. Parmi eux, de nombreux djihadistes étrangers venus rallier la cause de ces fanatiques saoudiens. À quelques centaines de kilomètres de là, un jeune étudiant de Jeddah suit à la télévision la prise de la Mecque et son dénouement. C'est la première fois qu'il assiste à un acte de djihad international, où des hommes de différentes nationalités se battent ensemble pour défendre une cause religieuse commune. Certains d'entre eux venaient de son université, et c'est l'entreprise de son père qui a fourni les plans pour libérer le lieu saint. Ce jeune homme de 22 ans s'appelle Oussama Ben Laden. En 1979, Oussama Ben Laden vient de finir ses études à l'université de Jeddah en Arabie Saoudite. Il est marié et père d'un enfant, il travaille comme chef de chantier dans l'entreprise de son père. Cette prise de la Mecque, totalement passée inaperçue ici en Europe, va profondément le marquer. Car cette année-là, le monde est en pleine mutation. Pendant que l'Occident est accaparé par la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, le Moyen-Orient, lui, subit une forte poussée du fondamentalisme musulman. En Iran, tout d'abord, avec l'accession au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, puis
en Afghanistan, où l'Union soviétique ne va pas accepter la remise en cause de sa zone d'influence par les Moudjahidines. Une intervention militaire très mal perçue au Moyen-Orient, l'occasion rêvée pour les fondamentalistes de lancer leur grand projet de djihad international. La prise de la grande mosquée de la Mecque en est l'événement fondateur, la guerre d'Afghanistan sera le berceau, et un homme que personne ne connaît encore va très bien comprendre le sens de l'histoire. Son nom, Oussama Ben Laden. Ce jour-là, alors que l'armée soviétique envahit l'Afghanistan, Oussama Ben Laden reçoit la visite d'un agent du renseignement saoudien, un homme qu'il connaît depuis l'université. Les renseignements saoudiens comptaient 5 personnes à l'époque et l'un d'entre eux était le professeur d'Oussama. Et l'homme a une mission à lui proposer. Partir au Pakistan et gérer l'aide financière que le royaume veut apporter aux Moudjahidines afghans. L'Union soviétique voulait s'étendre jusqu'au Pakistan. Alors le royaume d'Arabie se devait de répondre à la demande de soutien pakistanaise et aider les Afghans à lutter contre l'occupation soviétique. Les services de renseignement cherchent un émissaire à envoyer sur place, un homme de confiance. À 23 ans, Oussama Ben Laden a le profil idéal. Ben Laden a déjà une fortune personnelle. Il a accès au fonds de la famille, donc il est capable de, en un clin d'œil presque, lever des millions de dollars. Il a un capital financier et puis il a des appuis politiques. Car le jeune Saoudien fait partie d'une des plus riches familles du pays, proche du pouvoir. Son père, Mohamed Ben Laden, s'est construit un empire industriel dans le secteur du bâtiment. C'était un bâtisseur musulman. Il avait rénové les plus importants lieux saints de l'islam. La famille s'est fait un nom, mais Oussama n'est que le 11e fils dans cette fratrie de plus de 50 enfants. Il fait partie des laissés pour compte. Il n'était pas l'un des fils aînés, donc il n'avait aucun privilège. Il faisait partie du groupe des fils de second rang. Ses frères et sœurs sont tous allés faire leurs études à l'étranger et ont adopté un mode de vie occidental. Oussama, lui, n'a jamais quitté l'Arabie saoudite. À l'école, puis à l'université, il a grandi sous l'influence des fondamentalistes musulmans. Son professeur d'éducation physique était apparemment très charismatique. Il a enrôlé beaucoup de jeunes hommes dans la confrérie des frères musulmans. Il a été entraîné dans des débats à propos de l'islam et de la voie à suivre par les vrais musulmans. Marié à l'âge de 17 ans, Oussama a hérité de plus de 30 millions de dollars à la mort de son père. Mais il a toujours su qu'il n'évoluerait jamais au sein de l'entreprise familiale. Alors cette proposition des services de renseignement saoudiens est enfin l'occasion de faire quelque chose de sa vie. Il cherchait une mission dans sa vie. Et soudain, des musulmans étaient attaqués dans une nation dont il n'avait jamais entendu parler jusque-là. Une nation musulmane attaquée par des communistes athées. Alors, il a trouvé son destin. Quelques semaines plus tard, Ben Laden s'envole pour Lahore, puis rejoint Peshawar au Pakistan. C'est dans cette ville proche de la frontière afghane qu'il doit commencer sa mission. À cette époque, Peshawar est une base arrière de la résistance afghane, le point de ralliement des djihadistes venus de tout le monde arabe pour aider les Afghans à lutter contre l'envahisseur soviétique. Il y a même un centre d'accueil pour ces volontaires, le bureau des services. Le bureau des services se chargeait d'encadrer les combattants étrangers pour les envoyer ensuite aider les combattants afghans. Les volontaires y allaient de leur propre initiative et on leur accordait des avantages, comme les billets d'avion. Dès son arrivée, Ben Laden a rendez-vous avec celui que l'on surnomme le père du djihad, Abdallah Azzam. Abdallah Azzam est un Palestinien qui est en lutte contre Israël au départ. C'est lui qui va fournir la légitimité de l'arrivée
des djihadistes étrangers en Afghanistan. Abdallah Azzam a créé une légende mystique à propos du djihad. Il décrivait une sorte de lieu magique où les guerriers regardaient leurs vêtements criblés de balles sans que celles-ci ne les aient touchés. Il fera le tour du monde, mosquée après mosquée, pour raconter ces légendes, ces expériences religieuses mystiques. Et cela a fasciné de nombreux jeunes hommes musulmans, comme Oussama. Le discours d'Azzam séduit immédiatement Ben Laden, qui s'investit corps et âme pour la cause. Le jeune millionnaire saoudien accepte de devenir le secrétaire particulier du père du djihad et met sa fortune et son réseau à sa disposition. Il était riche et avait suffisamment de soutien personnel pour le faire. Il était allé chercher du soutien auprès d'autres familles riches. Pas uniquement dans le royaume, mais aussi à l'étranger, chez des amis de la famille Ben Laden. Sa famille avait de nombreuses relations dans le monde entier. Cheikh Abdullah Azzam ne vient pas d'une famille riche. Donc il n'a pas d'argent à disposition pour couvrir toutes ses dépenses. Mais Oussama a comblé ce fossé pour Abdullah Azzam. Il était comme l'ombre de Cheikh Abdullah Azzam. Azzam devient dès lors le mentor de Ben Laden. Il lui apprend à recruter et à former les nouveaux volontaires, mais aussi à promouvoir sa vision du djihad à travers le monde. Le djihad de Azzam est un djihad bien particulier. C'est un djihad politico-militaire. L'idée, c'est d'utiliser un vocabulaire qui est compréhensible par tout le monde et de construire là-dessus une grammaire spécifique. Et c'est Oussama Ben Laden qui prête sa voix pour la propagande radiophonique. Pendant 4 ans, Ben Laden voue une admiration et une fidélité sans limite à son mentor. Et leur collaboration porte ses fruits. Le bureau des services de Peshawar accueille sans cesse de nouveaux candidats au djihad venus de tous les pays musulmans. Le djihad en Afghanistan est un événement transnational qui est devenu global en capitalisant sur les sentiments des musulmans. C'est un de ces événements qui a sans doute transformé le visage de l'islam mondial et transformé aussi la mentalité des musulmans. Azzam décide alors d'emmener Ben Laden de l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, au cœur du conflit. Et c'est là que le jeune Saoudien va commencer à écrire son histoire. Dès leur arrivée, les deux hommes sont accueillis à bras ouverts par la résistance afghane. Ben Laden découvre alors des musulmans qui vivent comme au Moyen-Âge, comme dans sa propre vision de l'islam. C'était comme se voir propulsé 13 siècles en arrière, au moment de la naissance héroïque de l'islam, face à un monde alors dominé par les Romains et les Perses. Ces paysans afghans qui luttaient d'une façon si héroïque, si farouche, paraissaient dans leur piété, cette façon qu'ils avaient d'interrompre même le combat pour se prosterner à leur rituel de la prière, même si les obus volaient. Évidemment que pour Ben Laden, c'était retrouver la pureté des origines. Mais il constate également que la résistance manque cruellement de ressources et de coordination. L'afflux de djihadistes ne suffit pas. Ils ne tiendront pas longtemps face à la puissante armée soviétique. Malgré son absence de culture militaire, Azzam demande à Ben Laden de rester avec eux pour les aider à se structurer. Durant des mois, il puise dans ses ressources pour renforcer les infrastructures afghanes, acheter des armes et construire sa légende. C'est au cœur de ces montagnes afghanes qu'il va établir son camp de base.
C'était un camp très primitif, essentiellement composé de cavernes. Il fallait que ce soit discret, de manière à ne pas être facilement repéré par les bombardiers russes. Nous l'appelions la vitrine des combattants arabes. Et ce n'est pas un hasard s'il s'installe dans une grotte. Il veut se donner l'image d'un nouveau prophète. Son camp, il l'appelle Mahsada, l'antre du lion, une référence à la vie de Mahomet. Et qu'est-ce qu'a vécu le prophète et ses compagnons? Eh bien, il a été avec son compagnon Abou Bakr dans une grotte en fuyant les mécréants, et c'est de cette grotte aux cavernes qu'il va sortir avec la foi renforcée, qu'il va pouvoir sauver l'islam. En à peine 2 ans, le nom de Ben Laden s'impose au sein de la résistance afghane. Ce nouveau mécène aux allures de prophète séduit les combattants. Au fur et à mesure, des centaines de djihadistes rejoignent l'antre du lion. Alors Oussama a commencé à construire son empire à la frontière afghane. Il exerçait seul son autorité sur les volontaires. Et l'armée russe commence à souffrir face à ses combattants, de plus en plus nombreux et mieux organisés. À tel point que Ben Laden va bénéficier d'un soutien inattendu, celui des États-Unis. À Washington, les autorités américaines suivent de très près la situation en Afghanistan. Nous sommes en pleine guerre froide, et ce conflit qui s'éternise est l'occasion rêvée de déstabiliser l'Union soviétique. Six ans plus tôt, le conseiller à la sécurité du président Carter était venu en personne témoigner son soutien aux Afghans. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. En 1986, l'administration américaine constate que les Afghans tiennent toujours tête aux Soviétiques. Le moment est venu de les aider à gagner cette guerre. Ils ont pris la décision d'améliorer l'aide apportée par les Américains et les Saoudiens aux rebelles afghans, avec plus d'argent et plus d'armes sophistiquées, et notamment des missiles Stinger et des missiles antiaériens. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan étaient alliés à l'époque contre l'Union soviétique. Il était entendu que les 3 pays apporteraient de l'aide aux Moudjahidines en Afghanistan. Pour l'instant, les Américains ne font pas de différence entre les Moudjahidines afghans et les djihadistes arabes de Ben Laden. Et tous vont profiter de cette nouvelle manne financière. Sans le savoir, les États-Unis viennent de renforcer considérablement les positions du jeune leader saoudien. C'est alors qu'un autre événement inattendu va le faire définitivement entrer dans la légende du djihad afghan. Le 17 avril 1987, l'armée soviétique décide d'attaquer l'antre du lion. Au petit matin, plusieurs hélicoptères mènent la charge et pilonnent la base. Au sol, les forces spéciales tentent d'envahir le site. Mais Ben Laden et une cinquantaine de djihadistes se retranchent dans les grottes. Armés de kalachnikovs et de missiles antiaériens, ils résistent aux assaillants. Les combats vont durer 7 jours. Mais Ben Laden n'y fait pas bonne figure. Ce n'est pas un guerrier, il ne sait pas se servir d'une arme. Un jour, il va même s'évanouir au cours des combats. Quand les bombardements ont commencé, il s'est évanoui. Il n'a pas tiré une seule balle. Quand Ben Laden était au combat, il avait tendance à s'évanouir. Il avait un problème de tension artérielle. Alors que Ben Laden est assis au fond de sa grotte, les Soviétiques font une percée. Mais Shafik,
Un de ses soldats reste à ses côtés pour le protéger et il meurt sous les balles. Ben Laden, à la bataille de Jaji, n'a jamais été aussi près de mourir. Si Shafiq n'avait pas été là, on n'aurait certainement jamais entendu parler d'Oussama Ben Laden. Malgré leur supériorité numérique et matérielle, les soviétiques ne parviennent pas à prendre la base et rebroussent chemin. Dès lors, Ben Laden comprend qu'il va pouvoir tirer profit de cette victoire inespérée. Il a eu cette expérience à Jaji, de survivre à ce qui a été un court mais intense affrontement avec les soviétiques. Et à ce moment-là, il a eu ce sens de la publicité et des médias qu'il a exercé tout au long de ce qu'on pourrait appeler sa carrière. Et l'histoire de la bataille de Jaji va lui permettre de renforcer sa légende. Il demande à ses hommes de le filmer en chef de guerre, juché sur un cheval, seul dans le désert, comme s'il ne craignait personne. Ces mises en scène vont circuler dans tout le Moyen-Orient, accompagnées d'interviews dans lesquelles il va raconter ses exploits. فأرجو من إخواني أن يشمروا عن أيديهم وينفروا كما أمر سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا حتى ينالوا الأجر العظيم. Il y a un mythe qui se construit qui est un peu similaire au mythe de Che Guevara. Enfin, je veux dire, on peut le comparer, c'est-à-dire de ce riche saoudien qui a décidé de tout abandonner pour aller combattre aux côtés de ses frères afghans. وكفاهم عبرة وبشرى بفضل الشهيد والشهادة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. L'impact dans le monde arabe était très exagéré par rapport à ce qui s'était réellement passé sur le terrain. Mais la propagande fonctionne. Oussama Ben Laden parvient à se faire passer pour un valeureux guerrier. Il finit même par être plus respecté que son propre mentor, Abdallah Azzam. Un an plus tard, en mai 1988, après 8 ans de conflit, l'Union soviétique commence à retirer ses troupes d'Afghanistan. Les moudjahidines afghans, aidés par les djihadistes, ont tenu bon. La guerre est terminée. Ben Laden retourne à Peshawar pour préparer la suite. Une question se pose alors. Que vont devenir tous ces djihadistes installés dans les montagnes afghanes? Ces soldats aguerris ont désormais des infrastructures militaires et des armes. Bref, c'est une armée entière, lourdement équipée, qui se retrouve sans nation à défendre, ni guerre à mener. Côté occidental, personne ne semble s'en inquiéter. Pourtant, Ben Laden s'est fait un nom et une réputation. Désormais, tous les responsables d'organisations terroristes s'intéressent à lui. Parmi eux, un dangereux fondamentaliste égyptien, Ayman al-Zawahiri. We are here, the real Islamic Front against Zionism, communism and imperialism. La ilaha illallah! La ilaha illallah! 6 ans plus tôt, Ayman al-Zawahiri était jugé au Caire pour l'assassinat du président égyptien al-Sadat. Faute de preuves, il est acquitté à l'issue du procès, mais il se fait tout de même remarquer pour ses propos radicaux. We believed in our religion, both as an ideology and practice, and hence we tried our best to establish this Islamic State and Islamic society. La ilaha illallah! Cet ancien médecin dirige une organisation terroriste, le djihad islamique égyptien. Son ambition est claire, il veut créer un État islamique sur la terre des pharaons. Al-Zawahiri voulait changer le monde arabe. Il voulait l'islamiser et y planter les graines du djihad là où il fallait le faire. En 1988, la CIA apprend que Zawahiri vient d'arriver au Pakistan. Et il n'est pas le seul. Plusieurs groupes terroristes convergent vers ce pays. Mais les Américains, obnubilés par leur victoire imminente contre l'Union soviétique, ne prêtent pas attention à ces fanatiques musulmans. Je peux rappeler une cruelle conversation que j'ai eue auprès des responsables américains à l'ambassade des États-Unis au Pakistan. J'ai dit, messieurs,
est-ce que vous connaissez l'idéologie de ces groupes? Est-ce que vous savez ce qu'ils préparent au cas où les Soviétiques se retirent? Et les Soviétiques vont se retirer, leur guerre est perdue. Et la réponse donnée sous forme de boutade a été « Nous ne sommes pas là pour bâtir une nation, nous sommes là pour faire saigner du russe ». J'ai le souvenir d'un directeur général qui, dans une discussion avec son homologue de la CIA, lui avait dit « Est-ce que vous ne craignez pas d'avoir allumé une mèche que vous ne saurez pas éteindre ?» Et le directeur de la CIA de l'époque lui avait répondu « Mais nous contrôlons tout puisque nous payons ». Zawahiri, comme tous les autres terroristes, n'est pas venu à Peshawar par hasard. Il est venu rencontrer Oussama Ben Laden, car il pourrait l'aider à concrétiser un projet. Ben Laden avait cette aura mystique que Zawahiri a tout de suite identifiée et qu'il pouvait utiliser. Il a alors commencé par introduire dans son entourage des technocrates égyptiens qui avaient beaucoup d'expérience dans l'organisation d'opérations terroristes. Le projet de Zawahiri est simple. Il veut convaincre Ben Laden de mettre à disposition son réseau de djihadistes et ses infrastructures militaires pour bâtir un État islamique. Ben Laden pensait qu'il contrôlait ces Égyptiens. La vérité est qu'ils s'exploitaient mutuellement. Ben Laden est séduit par l'idée, mais il veut connaître l'avis de son mentor, Abdallah Azzam. En août 1988, alors que le retrait des troupes soviétiques a commencé, les trois hommes se réunissent chez Ben Laden. Tous sont d'accord pour la création d'un État islamique, c'est leur ambition commune. Mais avant cela, ils décident de fonder une organisation internationale pour rassembler tous les djihadistes. Ils l'appellent Al-Qaïda, la base. Oussama Ben Laden en devient le commandant en chef. On lui a donné ce rôle de leader, non pas parce qu'il avait les meilleures idées ou qu'il était le meilleur orateur, mais simplement parce qu'il avait les ressources financières et qu'il avait aussi le désir profond de jouer ce rôle. Ces hommes avaient des rêves. Je pense qu'ils ont tous imaginé qu'Al-Qaïda pouvait être un moyen de les réaliser. L'organisation est créée, reste à savoir quel pays pourrait servir de fondation à leur État islamique. C'est sur ce point qu'il y a quelques divergences. Ben Laden voulait chasser les soviétiques d'Afghanistan jusqu'en Russie et faire du Caucase une région islamique. Zawahiri, quant à lui, ne voulait pas abandonner son rêve de renverser le pouvoir en Égypte. C'était son principal objectif. Quant à Azzam, il voulait aller en Palestine. Pour l'instant, aucun projet ne fait l'unanimité. Alors, en attendant de trouver un terrain d'entente, chacun repart chez lui pour suivre son propre combat. Leur départ marque la fin du djihad afghan pour les centaines de combattants étrangers entraînés par Ben Laden pendant près de 10 ans. Tous vont regagner leur pays d'origine et attendre les consignes d'Al-Qaïda. Initialement, Al-Qaïda va être uniquement une sorte de point de contact entre des moudjahidines, entre des combattants de la foi qui se sont connus à un moment donné et qui veulent garder le contact. Mais l'organisation va rapidement perdre l'un de ses fondateurs. Abdallah Azzam, le père du djihad, mentor de Ben Laden, meurt dans un attentat à la voiture piégée 1 an après la création d'Al-Qaïda. Tous les regards se tournent alors vers Zawahiri. Pour Zawahiri, c'était un obstacle en moins. Il avait un accès total à Ben Laden, sans personne pour interférer avec une orientation différente de la sienne, comme Azzam aurait pu le faire, lui qui avait tant d'influence sur Ben Laden. Maintenant, Zawahiri l'avait pour lui tout seul. Ben Laden et Zawahiri se retrouvent désormais seuls à la tête d'Al-Qaïda, et leur désir de djihad va prendre une autre voie. De retour sur ses terres, Oussama Ben Laden a bien l'intention de faire valoir sa nouvelle image. Le fils oublié de la famille est désormais considéré comme un chef de guerre. Sa légende fait le tour des mosquées du pays
Et la mosquée familiale va lui servir de tribune. Il avait un réseau de religieux qui a toujours su louer son engagement en Afghanistan. Il était perçu comme un bon citoyen, un bon musulman qui avait rempli ses obligations en aidant d'autres musulmans grâce à sa fortune. Il était aussi en très bons termes avec les autorités saoudiennes. Il a commencé à faire des prêches tous les vendredis à la mosquée et de manière informelle à rassembler des gens autour de lui. Il évoquait alors ses idées sur le djihad mondial et sur l'islam politique. Sous l'influence de Zawahiri, Ben Laden s'est radicalisé. Son discours n'est plus seulement religieux, il est politique. L'Union soviétique s'est écroulée, le monde est en train de changer. Et le nouvel ennemi pour lui, ce sont les États-Unis. Il a réalisé que les Américains, une fois leur travail terminé, et une fois les Soviétiques vaincus, avaient tout simplement laissé tomber les Moudjahidines, les djihadistes arabes et les combattants afghans. Il avait été utilisé par les Américains et l'Arabie saoudite. Il était très en colère. Alors, pour entraîner ses compatriotes dans son combat, Oussama Ben Laden critique publiquement la politique américaine au Moyen-Orient. دعمهم لليهود في فلسطين الذين يقتلون المسلمين حتى نوجعهم ضربا وحتى نرفع راية الجهاد فلا ينتهون حتى نجاهدهم ولا يكف بأس الكفار إلا بالجهاد ولا يحق الحق إلا بالجهاد ولا Et c'est un événement qui va encore renforcer sa haine des Américains. L'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990. Un geste très vite condamné par la communauté internationale, même si pour l'instant, aucune nation n'est prête à intervenir. Pour Oussama Ben Laden, c'est l'occasion rêvée de réactiver son réseau de djihadistes. Avant que les États-Unis ne récupèrent ce conflit, il contacte le ministre de la Défense saoudien et lui propose ses services, ceux d'Al-Qaïda. Il lui a dit « J'ai une grande expérience. Je peux mobiliser de nombreux moudjahidines arabes, grâce auxquels nous pourrons battre Saddam Hussein. » Donc, vous n'avez pas besoin de faire appel aux troupes américaines. Envoyez-moi au Koweït, je libérerai le Koweït au nom de l'islam, et nous conserverons par la même occasion la pureté du royaume, en refusant aux infidèles de fouler le sol de la terre sacrée. C'était ça le sens de son message. On lui a dit merci beaucoup, ne nous appelez plus, nous vous contacterons. Et ce qu'il craignait est arrivé. The 28 countries with forces in the Gulf area have exhausted all reasonable efforts to reach a peaceful resolution. Have no choice but to drive Saddam from Kuwait by force. We will not fail. En février 1991, le nouveau président américain George Bush lance l'opération Tempête du désert. Un déferlement de bombes s'abat sur l'armée de Saddam Hussein. Aux côtés des États-Unis, 33 pays participent à la coalition contre l'Irak. Un mois plus tard, la guerre s'achève. Et comme le craignait Ben Laden, l'armée américaine s'installe à la frontière saoudienne pour protéger le pays avec l'accord de la famille royale. Ben Laden s'est alors retourné contre son propre pays, ou du moins contre ses dirigeants. Le ministre de l'Intérieur a réagi. Ils ont alors décidé de l'interroger et lui ont conseillé d'éviter la provocation. Et ça, c'est un problème que les Saoudiens n'avaient jamais rencontré auparavant. Il s'agissait d'un Saoudien célèbre qui critiquait ouvertement la famille royale. Alors, il voulait le faire taire. Oussama Ben Laden, le héros d'Afghanistan, est devenu dérangeant dans son propre pays. Mais peu importe. Son associé Zawahiri vient de trouver une nouvelle terre d'accueil pour leur projet d'État islamique, le Soudan. Après des années de guerre civile, le pays vient de tomber entre les mains des fondamentalistes musulmans. En mai 1991, Ben Laden s'installe à Khartoum, la capitale. Ici, l'homme qui a lancé la révolution islamique s'appelle Hassan al-Tourabi. Il est l'éminence grise du pouvoir en place. Sous son influence,
Le Soudan vient d'imposer une application stricte de la charia dans tout le pays. Hassan al-Tourabi voulait créer au Soudan une sorte d'international islamiste, une manière pour eux de répandre leur vision de la religion dans le monde entier. Le Soudan, à cette époque-là, devient la Mecque des djihadistes, en quelque sorte. C'est-à-dire tous ceux qui ont une idéologie proche de Ben Laden et surtout qui sont anti-occidentaux vont aller au Soudan. Le terrorisme islamiste prospère au Soudan, avec la bénédiction des autorités locales. Des organisations algériennes, yéménites, somaliennes, palestiniennes ou encore égyptiennes ont pignon sur rue à Khartoum. Et ça, c'est des institutions qui intéressent Ben Laden parce qu'il pense que ça peut, lui, en s'appuyant sur ces différentes organisations, essayer de développer ses idées de création d'un califat dont il serait évidemment le calife à la place du calife. Le leader d'Al-Qaïda a désormais une ambition très claire. Puisque personne ne veut de son armée de djihadistes, il va investir dans le terrorisme. Ben Laden et ses millions de dollars sont alors accueillis à bras ouverts au Soudan. Tourabi l'invite à toutes les cérémonies officielles. Tourabi voulait développer le Soudan. C'était un pays plein de promesses, avec son accès au Nil, ses riches terres agricoles, son pétrole. Et pourtant, il était incroyablement pauvre et mal géré. Il recherchait des investisseurs. Pour pouvoir agir dans l'ombre, Oussama Ben Laden va tenter de se bâtir une image de bienfaiteur. Il finance entre autres la construction d'une route qui traverse tout le pays. Un chantier gigantesque sur lequel il entend ici encore communiquer. À cette époque, Robert Fisk, un journaliste anglais, est en reportage à Khartoum, lorsqu'un de ses amis, un ancien combattant d'Afghanistan, lui fait une étrange proposition. Il me dit un jour avec un grand sourire, « Je veux que tu m'accompagnes dans le désert, il y a quelqu'un qu'il faut que tu rencontres. » Alors je lui ai demandé qui est-ce. « Je te le dirai en chemin. » Après un long périple dans le désert, la voiture s'arrête au bord d'une route en construction. Il me dit alors qu'un homme du nom d'Oussama Ben Laden utilisait son matériel de construction pour bâtir une route afin de relier les populations isolées dans le désert à la route principale entre Port-Soudan et Khartoum. Et quand nous sommes arrivés, il m'a dit que Ben Laden serait là et qu'il n'avait encore jamais rencontré de journaliste étranger. L'interview aura lieu ici, au milieu de nulle part. Il m'a regardé et j'ai été présenté. Je lui ai immédiatement serré la main. J'ai dit que je voulais lui parler. Il était timide, très prudent. Et il m'a demandé ce dont je voulais parler. Le journaliste l'interroge sur la guerre en Afghanistan. Ben Laden lui raconte alors une anecdote invérifiable. Le jour où un obus de mortier serait tombé à ses pieds. Il m'a dit que c'était un moment très important et qu'il était prêt à mourir. Heureusement pour lui, et beaucoup diraient malheureusement pour le monde, l'obus n'a pas explosé. Voilà l'image que Ben Laden veut donner de lui à la presse occidentale. Un millionnaire qui utilise sa fortune pour aider les pauvres et un guerrier qui n'a jamais eu peur de mourir pour sa cause. À la fin de l'interview, il va même se laisser photographier. Il se tenait alors sur cette toute nouvelle route, dans sa toge. Il me fixait tel un fantôme, frêle et chétif. Là, j'ai pris 2 photos et il m'a dit « assez ». Pour la première fois, Oussama Ben Laden s'offre une pleine page dans un journal anglo-saxon. Et pendant que la presse occidentale fait sa publicité, en secret, il poursuit son projet. Il ouvre des camps d'entraînement pour djihadistes au Soudan et finance des opérations terroristes à travers le monde. Au début des années 90, le terrorisme international prend une nouvelle dimension. De petites cellules islamistes voient le jour un peu partout dans le monde, et certaines passent à l'action. En février 1993,
une voiture piégée explose sous la tour du World Trade Center à New York. En juillet 1995, une tentative d'assassinat contre le président égyptien Hosni Moubarak échoue en Éthiopie. Et la CIA finit par trouver un point commun à toutes ces attaques. Leur source de financement remonte inexorablement vers le Soudan, la République islamique où s'est réfugié toujours le même homme, Oussama Ben Laden. En 1995, la CIA commence à avoir des doutes sur les activités réelles de ce millionnaire saoudien exilé au Soudan. Il y avait des réunions entre les hommes de Ben Laden et des groupes venus d'autres pays, des groupes de conspirateurs. Ce n'était donc pas simplement pour parler business. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous intéresser à lui. Nous devions replonger dans nos archives, trouver tout ce que nous avions sur lui. Nous devions comprendre qui était cet homme dont le nom apparaissait partout. Était-il simplement un Saoudien dilettante qui jetait de l'argent par les fenêtres au nom du djihad? Ou avait-il un projet que nous devions comprendre pour savoir si nous devions l'éliminer? La CIA découvre alors que Ben Laden a été banni d'Arabie saoudite pour ses propos extrémistes et anti-occidentaux. Il y a eu de nombreuses tentatives pour le ramener en Arabie saoudite. Sa famille lui a envoyé des gens, ses frères lui ont rendu visite, sa mère l'a appelé au téléphone pour lui demander de rentrer. Alors quand il a fini par refuser toutes ces propositions, nous avons décidé de lui retirer sa nationalité saoudienne et nous l'avons considéré comme un criminel. Tous ses avoirs ont été gelés par le gouvernement. Mais je pense qu'il devait avoir d'autres comptes en banque qui n'avaient pas été saisis. La CIA est persuadée que Ben Laden finance des attentats depuis le Soudan. Mais en l'absence de preuves concrètes, il reste intouchable. D'autant que sa famille, elle, est très proche du pouvoir saoudien, allié des Américains. Alors, pour tenter de couper la source de financement des terroristes, la seule mesure acceptable d'un point de vue diplomatique, c'est de demander au leader soudanais Al-Tourabi de l'exiler. Tourabi, rappelez-vous, a vendu Carlos, enfin, il a vendu tout ce qu'il pouvait vendre et trahi à peu près tous ses amis. Je pense qu'à un moment, Ben Laden a dû se rendre compte que le séjour soudanais devait prendre fin et qu'il fallait qu'il aille exercer ses talents ailleurs. Il y a été. Ben Laden disparaît à nouveau. Il a trouvé une autre terre d'accueil, là où tout a commencé pour lui, en Afghanistan. Depuis la fin du conflit avec l'Union soviétique, le pays est laissé à l'abandon. Différents chefs de guerre afghans se livrent une guerre acharnée pour en prendre le contrôle. Parmi eux, les talibans, des fondamentalistes musulmans, issus des zones tribales, soutenus par la population. C'était un nouveau pays, dirigé par des gens qu'il n'avait jamais rencontrés. De retour à Kandahar, en mai 1996, Oussama Ben Laden rencontre le chef des talibans, le Mollah Omar. Il obtient sa protection et lui prête allégeance. Sa principale valeur aux yeux des talibans, c'était ses combattants arabes. Et ces combattants étaient des djihadistes aguerris, prêts à mourir sur le champ de bataille, prêts à se donner la mort dans des attentats suicides si nécessaire. Et Ben Laden va alors utiliser la mainmise qu'il a sur ses hommes pour se rendre indispensable aux yeux des talibans. Le pacte scellé, Ben Laden s'installe dans un petit village, caché dans les montagnes. Il est temps pour lui de faire savoir aux djihadistes du monde entier qu'il est de nouveau actif en Afghanistan. Il enregistre alors une fatwa, une nouvelle déclaration de guerre contre l'Occident. Ben Laden réactive les camps de djihadistes laissés à l'abandon depuis la guerre, et ses combattants ne tardent pas à revenir. Ce jour-là, filmé par ses hommes,
Ben Laden passe en revue ses nouvelles recrues. À ses côtés, Ayman al-Zawahiri, le terroriste égyptien, est de retour, lui aussi en Afghanistan. Les volontaires reçoivent ici une formation paramilitaire, avant de repartir chez eux, créer leur propre cellule. En quelques mois, Al-Qaïda tisse sa toile, sur tous les continents. Ben Laden avait bien compris le principe de la progression géométrique. J'entraîne un homme dans un de mes camps en Afghanistan, il rentre chez lui, disons en Afrique du Sud, et à son tour, il entraîne d'autres hommes. Comme ça, en préparant seulement un homme, vous pouvez en gagner une douzaine, voire une vingtaine. Et Ben Laden sait aussi s'entourer. Parmi les nombreux terroristes venus rallier sa cause, il croise un certain Khaled Sheikh Mohammed. Mohamed a rencontré Oussama Ben Laden, d'une part pour lui demander de l'argent, et d'autre part pour lui témoigner son respect. D'origine pakistanaise, cet ingénieur diplômé aux États-Unis est soupçonné d'avoir financé plusieurs attentats, dont celui du World Trade Center en 1993. Un an auparavant, il aurait même déjà tenté d'envoyer des avions de ligne contre des gratte-ciel. Oussama a vu en Khaled Sheikh Mohammed un ingénieur très talentueux qui avait comme lui de grands projets. Ben Laden lui demande de repenser ce projet et lui donne carte blanche. Il le nomme chef des opérations. Khaled Sheikh Mohammed devient le numéro 3 d'Al-Qaïda, son surnom, Al-Mok, le cerveau. Sheikh Mohammed, Ben Laden et Zawahiri. En 1996, Al-Qaïda a un nouvel état-major. Moi, j'ai toujours considéré que le vrai chef d'Al-Qaïda, c'était Ayman Zawahiri, le vrai, celui qui définit la ligne, que le vrai opérationnel, c'était Khaled Sheikh Mohammed, le Pakistanais, formation scientifique, etc., qui met tout ça très bien en musique, et que Ben Laden, il est là parce qu'il a une figure charismatique, il parle bien, il est beau, il a du fric. Voilà. Alors on a tout concentré sur Ben Laden, c'est plus complexe que ça. Les éléments dangereux, vraiment dangereux, de l'organisation, à nos yeux, c'était Zawahiri et Khaled Sheikh Mohammed. En parallèle, Ben Laden entretient sa couverture. Personne ne doit soupçonner qu'il est à la tête d'une organisation terroriste internationale. Alors il continue de manipuler la presse. Abdul Barry Atwan, un journaliste palestinien basé à Londres, est à son tour invité à le rencontrer. Nous sommes en novembre 1996. Il a rendez-vous au bord d'une route, à la frontière afghane. J'ai pris ça très au sérieux. Je savais qu'il était très important et qu'il allait devenir une grande personnalité. C'était un voyage très secret. J'ai été emmené clandestinement par 2 talibans à travers la frontière afghano-pakistanaise vers le sommet des montagnes de l'Hindu Kush. Le pick-up s'arrête à l'entrée d'un petit village. Un homme vient accueillir le journaliste à sa descente de voiture. Il ne le reconnaît pas immédiatement. Il portait des vêtements très très modestes, comme les autres. On ne pouvait pas le différencier de ses soldats, de ses combattants. Non, il était habillé comme eux, voire même plus modestement. Le journaliste prend quelques photos. Oussama Ben Laden semble vivre ici paisiblement, avec sa famille, entouré malgré tout de quelques hommes armés. C'était une sorte de quartier général pour ses partisans, ses soldats. Il s'asseyait avec eux, mangeait avec eux, il était prêt à mourir avec eux. C'est de là que lui venait son aura. Ils m'ont dit qu'ils l'aimaient, car il était l'un d'entre eux, et qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. Le journaliste découvre une personnalité accueillante et bienveillante. À ses côtés, un homme muni d'une caméra. C'est Abu Moussab al-Souri, surnommé le Syrien, un disciple de Ben Laden, qui gère sa communication. Barry Atwan est convié à les suivre dans une maison en torchis pour commencer l'interview.
J'ai passé des heures avec lui, à discuter du monde musulman et de ce qui allait se passer dans un avenir proche pour les musulmans. Une fois encore, Ben Laden manipule le journaliste. À aucun moment, il ne lui parlera des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, situés à quelques kilomètres de là. Il parvient à lui faire croire qu'il voue simplement sa vie et sa fortune à la défense des musulmans. Il n'avait pas l'air mauvais. Je ne pouvais pas imaginer qu'il allait devenir le plus grand terroriste au monde. Ben Laden parvient à duper à nouveau la presse étrangère, mais pas la CIA. En septembre 1996, l'agence de renseignement américaine va obtenir de précieuses informations sur ce qui se passe réellement dans les montagnes afghanes. Un terroriste repenti vient de se rendre. Il aurait pris la fuite après avoir volé plus de 100 000 $ dans les caisses des djihadistes et de nombreux documents qui témoignent du fonctionnement de l'organisation. C'était crédible. Il avait pas mal de réponses à nos questions. Il expliquait des choses dont on avait connaissance mais qu'on ne comprenait pas encore. 8 ans après sa création, la CIA vient de découvrir l'existence d'Al-Qaïda. Il est clair qu'Al-Qaïda était une organisation comme on n'en avait encore jamais vu. Aucune autre organisation dite terroriste n'avait la taille, la modernité et la capacité d'action d'Al-Qaïda. Ils se revendiquaient comme l'armée islamique. C'était leur objectif, créer une armée islamique mondiale, l'armée du califat. Et la gestion d'Al-Qaïda est stupéfiante. Ben Laden a mis en place un système d'avantages sociaux pour ses membres, comme dans une entreprise multinationale. Il y avait un certain salaire de base pour les membres. Si vous aviez une femme et des enfants, vous aviez droit à plus d'argent. Vous aviez aussi une assurance maladie. Ils pouvaient prendre des vacances. Ils avaient même une assurance vie. La CIA découvre également que plusieurs groupes terroristes en Afrique et au Moyen-Orient auraient prêté allégeance à Al-Qaïda. En Occident, nous avions tendance à penser qu'un barbu qui mange de la chèvre grillée dans le désert était forcément un abruti. Eh bien, cet abruti s'est moqué de nous pendant 20 ans. Donc la question était, allaient-ils mener de petites actions classiques ou préparaient-ils ensemble une attaque de plus grande ampleur? En mai 1998, pour couper la tête de ce réseau, l'agence préconise l'enlèvement de Ben Laden. Nous avions entraîné des agents afghans et des hommes de la CIA pour kidnapper Oussama Ben Laden et l'emmener discrètement dans un pays dont personne n'aurait eu connaissance. Un endroit où l'on n'aurait probablement jamais plus entendu parler de lui. Cette opération était prévue pour la dernière semaine de mai 1998, mais l'administration Clinton l'a fait annuler. Pour l'instant, le président Clinton ne veut pas impliquer les États-Unis. La menace ne lui paraît pas suffisante. Pourtant, le 26 mai 1998, le jour même où la CIA avait programmé son enlèvement, Ben Laden passe à la vitesse supérieure. Ces images sont celles d'une chaîne d'information américaine, invitée dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Pour la première fois, il s'adresse directement aux Américains. Habillé en chef de guerre, arme à la main, devant une carte du monde. ولكن المعركة اليوم مع الأمريكان أضخم بكثير من معركتنا مع الروس، حيث أن الأمريكان ارتكبوا حماقة لم يسبقهم إليها أحد، إذ اعتدوا على أعظم مقدسات الإسلام وعلى قبلة 1200 مليون مسلم. فبفضل الله التفاعل مرضي جدا في العالم الإسلامي على مستوى جميع الشرائح وبخاصة علماء العالم الإسلامي والشباب. فنحن نتوقع لأمريكا يوما أسود وترجع وتلم أطرافها وتسحب جثث أبنائها إلى أمريكا بإذن الله. La menace est claire et Ben Laden ne se cache plus. Quelques jours plus tard, il organise une conférence de presse en Afghanistan, en présence de nombreux journalistes venus de tout le Moyen-Orient.
Il annonce la création d'un front islamique mondial contre les croisés et les juifs. Et il entend montrer la puissance militaire de son organisation. Ce jour-là, Oussama Ben Laden jubile. La guerre contre l'Occident est officiellement déclarée. Ils disent « Votre temps est écoulé ». Le compte à rebours était lancé. Ce n'était plus qu'une question de temps. Quelques semaines plus tard, 2 ambassades américaines sont la cible d'attentats terroristes. American embassies have been hit by huge bomb blasts. The first explosion happened at a building in the capital of Kenya, Nairobi. Shortly afterwards, a second bomb went off in Dar es Salaam, the capital of the neighboring African state of Tanzania. Des attentats qui font 224 morts, dont 12 ressortissants américains et 2 agents de la CIA. Cette fois, l'agence passe en alerte maximum. Je suis parti avec mes hommes en Afrique de l'Est. Nous avions une équipe à Nairobi et une à Dar es Salaam. Et très rapidement, en travaillant côte à côte avec le FBI, nous sommes parvenus à mettre la main sur des individus. Ils ont immédiatement avoué être des membres d'Al-Qaïda et avoir travaillé pour Oussama Ben Laden. C'est là qu'on découvre la capacité d'organisation d'Al-Qaïda à l'époque et qui nous montre dès le départ qu'ils sont capables de frapper à 2 endroits en même temps avec une extrême coordination. Pour la première fois, la Maison-Blanche prend au sérieux l'organisation terroriste. Le président Clinton donne son feu vert pour éliminer Ben Laden. Good afternoon. Today I ordered our armed forces to strike at terrorist-related facilities in Afghanistan and Sudan. Our mission was clear: to strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. Un navire de guerre américain stationné en mer Rouge envoie des missiles de croisière sur plusieurs sites, en Afghanistan et au Soudan. Les infrastructures sont détruites, mais Ben Laden, lui, reste introuvable. Je pense que la réponse des États-Unis n'était pas à la hauteur. Nous aurions dû avoir des gens sur le terrain pour le tuer ou le capturer immédiatement après ces attaques. Dès lors, la CIA met tout en œuvre pour le retrouver. Mais la traque s'annonce difficile. Pour inciter les populations locales à le dénoncer, la tête de Ben Laden est mise à prix. 5 millions de dollars. Ce n'était pas une petite somme d'argent, mais personne ne l'a prise. Les Afghans avaient accepté de le protéger et ça aurait été déshonorant pour eux de nous le livrer. La CIA tente également d'infiltrer Al-Qaïda. Mais ici encore, c'est un échec. Le meilleur endroit pour recruter quelqu'un qui pourrait infiltrer Al-Qaïda, c'est à la périphérie de l'organisation. Les gens qui leur vendent des armes, ceux qui s'occupent des planques, ou encore qui fabriquent les faux papiers. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils les avaient infiltrés, ils devenaient l'un des leurs. Car ils découvraient un système qui les attirait. Infiltrer Al-Qaïda est beaucoup plus difficile que ça ne l'était avec l'Union soviétique. En 2000, les Américains parviennent à le localiser à 2 reprises dans le sud de l'Afghanistan, grâce à leurs drones. Mais la première fois, c'est la présence de civils qui les empêche d'agir. La deuxième, c'est leur drone qui n'est pas armé. À l'époque, la CIA et l'armée se disputaient pour savoir qui allait payer l'armement des drones. C'est pourquoi il a survécu à cet épisode une fois de plus. Prise de décision trop tardive, lourdeurs administratives. Après 2 ans de traque, les agents de la CIA sont totalement découragés. En haut lieu, personne ne semble prendre la mesure du danger. La cellule Ben Laden est au bord de l'implosion.
Ils l'ont recherché en Afghanistan pendant des années et ils n'ont jamais réussi à le localiser de façon fiable. Ils n'avaient pas de bons agents sur le terrain. Ils auraient pris de très gros risques militaires car ils auraient envoyé des forces spéciales pour un raid qui aurait pu très mal tourner. La moitié de l'équipe a démissionné de la CIA pour aller faire autre chose, en disant que c'était une perte de temps, que le gouvernement américain et la CIA ne prenaient pas au sérieux la lutte contre le terrorisme. J'ai envoyé une note aux responsables de l'agence en disant « Vous allez le regretter et nous allons le payer au prix de vies américaines pour ne pas avoir fait le nécessaire. » J'ai dit au président qu'il allait vraiment le regretter. Et la suite va lui donner raison. En octobre 2000, un nouvel attentat signé Al-Qaïda vient frapper directement l'armée américaine. An American ship is attacked in Yemen. There are dead and wounded. If, as it now appears, this was an act of terrorism, it was a despicable and cowardly act. We will find out who was responsible and hold them accountable. L'attaque de l'USS Cole est l'attentat le plus meurtrier pour les Américains depuis 1983. Mais il intervient au mauvais moment pour les États-Unis, en pleine période électorale, et le message de Bill Clinton ne sera pas suivi d'effet. En janvier 2001, George W. Bush devient le 43e président américain et il ne se préoccupe absolument pas du terrorisme islamiste. Pour lui, une poignée de fanatiques ne peut pas menacer sérieusement la plus grande nation occidentale. Pourtant, au même moment, Ben Laden, en cavale depuis des mois dans les montagnes afghanes, s'apprête à lancer une opération de grande envergure sur le sol américain. Le 9 janvier, au sud de Kandahar, Oussama Ben Laden profite du mariage de l'un de ses fils pour réunir en secret l'état-major d'Al-Qaïda. Il leur annonce que tous les attentats perpétrés jusque-là n'avaient qu'un seul objectif, pousser l'armée américaine à déployer ses troupes en Afghanistan pour leur faire subir le même sort que les soviétiques. Il pensait pouvoir détruire les armées occidentales en terre d'islam. Ben Laden était très déçu, car cette fois encore, son désir était d'appâter les États-Unis et de provoquer des représailles en Afghanistan. Mais les États-Unis n'y ont pas répondu. Alors pour les faire réagir, Ben Laden annonce à ses lieutenants qu'il veut frapper directement les États-Unis sur leur propre sol. Depuis des mois, Khaled Sheikh Mohammed, son chef des opérations, prépare en secret une attaque spectaculaire. Oussama Ben Laden vient lui demander de passer à l'action. Dans les semaines qui suivent, des informations alarmantes remontent des services de renseignement européens, et notamment de la France. Dès le début 2001, on commence à se dire qu'il va se passer quelque chose d'énorme. C'est une accélération des projets d'attentats qui nous reviennent, et particulièrement de projets d'attentats simultanés, en particulier contre des avions américains. Nous avions des informations disant qu'il préparait quelque chose d'énorme. Ça allait être Armageddon. Les services de renseignement, la CIA, mais aussi la Maison-Blanche ont essayé d'attirer l'attention de l'administration Bush. Le 6 août 2001, des officiers du département d'État viennent rendre visite au président Bush dans son ranch. À leurs yeux, la situation est grave. Entre leurs mains, une note de la CIA évoquant clairement le risque d'attentat sur le sol américain. Mais après l'avoir lu, le président Bush range le dossier sans y prêter attention. Une erreur de jugement que l'Amérique va payer très cher. Notre administration en était encore à la guerre froide. Il ne comprenait pas qu'un groupe non gouvernemental puisse être aussi fort qu'un État. Le 11 septembre 2001, 19 membres d'Al-Qaïda passent sans encombre les contrôles de sécurité de 3 aéroports américains. Les terroristes embarquent dans 4 avions de ligne, parmi les passagers. Au même moment, Oussama Ben Laden et ses hommes quittent leur camp de base pour rejoindre un complexe de cavernes caché dans la montagne. Le leader d'Al-Qaïda vient d'être informé de l'imminence de l'attaque.
Ils se sont branchés sur la BBC. La plupart de ces hommes n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Il avait gardé le secret. Il y a eu un flash info disant qu'un avion avait percuté le World Trade Center. Tout le monde s'est mis à remercier Allah en disant « ça y est, on l'a fait ». Et Ben Laden leur a répondu « non, attendez ». Pour Oussama Ben Laden, l'opération est un succès sans précédent. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Près de 3000 personnes périssent ce jour-là. Il a touché l'Amérique en plein cœur, a battu ses symboles. Le leader d'Al-Qaïda n'a plus qu'une chose à faire, attendre patiemment l'arrivée des troupes américaines en Afghanistan. Au siège de la CIA, la cellule Ben Laden est aussitôt réactivée. Objectif prioritaire, capturer mort ou vif le terroriste saoudien. On savait tous qui avait fait ça. J'étais le spécialiste d'Oussama Ben Laden, alors le 11 septembre, on m'a rappelé pour le traquer. Une vingtaine d'agents spéciaux sont alors mobilisés. Toutes les données disponibles sur Al-Qaïda sont analysées pour tenter de le localiser. On avait des agents qui ne connaissaient rien au terrorisme, mais qui étaient experts dans d'autres domaines. Donc je courais partout pour leur donner des conseils et jouer les mentors. Avant, je travaillais seul, là j'avais un groupe de 20 personnes. Au bout de quelques semaines, ils finissent par déterminer une zone en Afghanistan où Ben Laden aurait pu établir son camp de base. Et c'est une nouvelle vidéo qui vient confirmer cette information. Depuis ces montagnes, le terroriste continue de provoquer l'Amérique. قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها وها هي أمريكا قد امتلأت رعبا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. Les États-Unis n'ont plus le choix. La riposte doit être à la hauteur du désastre. Puisque Ben Laden est protégé par les talibans, il leur déclare la guerre, un mois seulement après l'attentat de New York. Une guerre qui va durer 2 mois. Les Américains et leurs alliés reprennent toutes les principales villes du pays. En décembre 2001, la prise de Kaboul signe la déroute des talibans. Ben Laden est pris par surprise. Il pensait pouvoir résister, mais il est obligé de battre en retraite. Et cette fois, la Maison-Blanche n'entend pas le laisser disparaître. Quand la ville de Kaboul est tombée, Ben Laden s'est enfui vers l'est. Il est retourné vers Jalalabad. J'ai alors proposé mon propre plan et mobilisé une partie de mes hommes pour les envoyer à Jalalabad. Une équipe est envoyée sur place. Une mission risquée dans cette partie du pays toujours sous contrôle des talibans et des hommes d'Al-Qaïda. Pendant des jours, ils tentent de retrouver la trace de Ben Laden.
Nous avions des informateurs dans tout le pays. Nous avions des hommes par téléphone satellite. Nous avions des hommes au sommet des montagnes. Nous avions des hommes dans les villages. Ils nous appelaient pour nous dire « il est ici, il est là ». Je l'ai observé descendre une route. Je l'ai suivi. Je savais où il était. Je savais exactement où il était. Au bout d'une semaine, ils finissent par retrouver le camp dans lequel ils s'étaient réfugiés. Au cœur des montagnes, le leader d'Al-Qaïda est très protégé, entouré d'une centaine de talibans et de djihadistes bien armés. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit « nous l'avons identifié, nous l'avons localisé. Nous demandons permission d'engager le combat. » J'ai dit « oui, bien sûr ». L'aviation est arrivée et pendant 56 heures, nous les avons bombardés, bombardés et encore bombardés. Le camp est détruit. Oussama Ben Laden et quelques survivants se sont retranchés dans des grottes. Il ne reste plus qu'à les encercler et tenter de les déloger. J'ai immédiatement envoyé un message à Washington pour leur dire que Ben Laden était acculé, que ses forces armées étaient anéanties et que je voulais 800 soldats américains ici. Nous devions terminer le travail, nous-mêmes. Mais pour éviter de nouvelles pertes américaines, la Maison-Blanche préfère confier cette tâche aux alliés afghans qui ont participé à la guerre contre les talibans. Une erreur de plus, ce sont eux qui vont permettre aux leaders d'Al-Qaïda de s'enfuir à travers les montagnes après l'arrêt des bombardements. Ben Laden jouit parmi les populations afghanes de l'aura qui vient de quelqu'un parvenu chez eux de cette lointaine Arabie qui a vu naître le prophète. C'est en quelque sorte comme un shérif de la Mecque. Pendant des mois, aucune nouvelle d'Al-Qaïda, ni de Ben Laden. Dès lors, certains pensent qu'il n'a pas survécu au bombardement. Les Américains et les Européens disaient qu'il était mort. On a même dit une fois qu'il avait pris sa retraite. Mais tout le monde se trompe. En octobre 2002, un attentat frappe Bali en Indonésie. Il fait 202 victimes, essentiellement des touristes occidentaux. L'action porte le sceau d'Al-Qaïda et un enregistrement audio vient relancer la traque. وقتل البريطانيين والأستراليين في انفجارات بالي ما هو إلا رد فعل وتعامل بالمثل. La CIA est formelle. C'est bien la voix de Ben Laden. En faisant référence à l'attentat de Bali, le leader d'Al-Qaïda date son enregistrement et confirme qu'il est bel et bien vivant. La nouvelle se répand dans le monde entier. L'une des choses que nous avons perdues en Occident, c'est le pouvoir du silence. Ben Laden le connaissait bien, ce pouvoir. On ne l'entendait plus pendant 12 ou 18 mois, et tout d'un coup, il réapparaissait, avec une déclaration, ou une vidéo, ou un discours, qui allait occuper les médias du monde entier pendant 3 ou 4 jours. C'était un maître du silence. La pression monte sur l'administration américaine. Cela fait plus d'1 an que le World Trade Center s'est écroulé et Oussama Ben Laden n'a toujours pas été arrêté. Pour détourner l'attention, la Maison-Blanche va trouver un autre bouc émissaire, Saddam Hussein, le dictateur irakien. Le président Bush veut faire d'une pierre deux coups, montrer que l'Amérique avance dans sa lutte contre le terrorisme et finir la guerre que son père avait commencée 10 ans plus tôt. Alors, l'administration Bush va présenter Saddam Hussein comme un allié de Ben Laden, capable de fournir à Al-Qaïda des armes de destruction massive. Un grand jeu de manipulation qui ne va rien arranger, bien au contraire. Le lien entre Saddam Hussein et Oussama Ben Laden, c'est le secrétaire d'État américain Colin Powell qui va l'inventer de toutes pièces lors d'un discours à l'ONU en 2003. Ambition and hatred are enough to bring Iraq and Al-Qaeda together. Enough so Al-Qaeda could learn how to build more sophisticated bombs and learn how to forge documents. And enough so that Al-Qaeda could turn to Iraq for help in acquiring expertise on weapons of mass destruction. L'Américain moyen ne peut pas comprendre qu'il a eu 3000 morts dans un attentat extraordinaire
et que l'ennemi, ce soit en fait une bande d'une cinquantaine de va-nu-pieds dans les montagnes de Tora Bora. Ce qui va légitimer la guerre en Irak. Disant, il y a forcément un État derrière, il y a forcément un grand méchant derrière, bien organisé, etc., ce qui va permettre à l'administration américaine de vendre la guerre contre l'Irak. Non seulement rien de tout cela n'est fondé, mais surtout de nombreux observateurs étrangers craignent les conséquences d'une guerre en Irak. C'est notamment la position de la France. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. En revanche, nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme? Mais les Américains ne tiennent pas compte de l'avis de la communauté internationale. Le 20 mars 2003, l'Amérique s'engage dans une guerre contre l'Irak. L'armée de Saddam Hussein ne résiste pas longtemps au bombardement massif de la capitale. 9 mois plus tard, le dictateur irakien est capturé, puis exécuté. Le pays passe dans un premier temps sous occupation américaine, mais leur gestion du pouvoir va engendrer le chaos. L'administration américaine a viré l'essentiel du corps des officiers de l'armée irakienne de Saddam et l'essentiel du corps des fonctionnaires. Ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans paye, sans retraite et sans rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se jeter dans les bras des djihadistes pour lutter contre l'occupation américaine. Car les Américains ont surtout décidé de donner les clés du pays à la majorité chiite, jusque-là tenue à l'écart du pouvoir. Ce changement radical va raviver les tensions entre les deux communautés musulmanes du pays, les chiites et les sunnites. Et ce sont les terroristes qui vont en profiter, car les sunnites en colère vont venir grossir leurs rangs. C'est la naissance d'Al-Qaïda en Irak. Ce soutien sunnite, ça sera le basculement de la logique d'Al-Qaïda en Irak, c'est-à-dire que le conflit sectaire ou confessionnel à l'intérieur du monde musulman, entre sunnites et chiites, va l'emporter sur la lutte contre les impies. Cela a permis à Al-Qaïda de trouver un second souffle, alors que l'organisation aurait dû disparaître à ce moment-là. Cela a aussi donné aux musulmans qui détestaient les États-Unis une raison de rallier Al-Qaïda. Dans les années 2000, l'organisation terroriste est en plein essor. Oussama Ben Laden a montré l'exemple. De nombreux groupes islamistes dans le monde entier s'inscrivent dans sa lignée. Al-Qaïda est devenu une marque, un label dont tous veulent se revendiquer. N'importe quel contestataire dans le monde musulman va se dire que s'il veut être pris au sérieux, il faut qu'il brandisse le drapeau d'Al-Qaïda, il faut qu'il dise « j'en suis ». Pendant ce temps, Oussama Ben Laden et son partenaire Zawahiri se cachent dans le nord du Pakistan, protégés par les populations locales. Désormais en fuite, Ben Laden sait qu'il ne peut plus diriger Al-Qaïda. Mais il espère que ses lieutenants vont prendre le relais. Il estime que sa mission est globalement accomplie à partir du 11 septembre 2001 parce qu'il dit qu'il avait mis sur les rails le djihad et que désormais il appartient à d'autres générations d'accomplir le dessein de remettre l'islam dans sa gloire, de retrouver le califat, il en parle déjà, le califat islamique, de réunifier les musulmans sous la charia, sous le règne de la charia et de l'islam. Et l'un des hommes qui va reprendre son flambeau n'est autre qu'Abou Moussab al-Souri, l'ancien chargé de communication de Ben Laden. En 2004, il écrit un texte de 1600 pages pour relancer le projet de califat de son ancien mentor. Il devient le nouveau théoricien du djihad. Abou Moussab al-Souri estime que le modèle du 11 septembre est obsolète et contre-productif. Les Américains, ils sont trop forts. C'est l'Europe qu'il faut viser. Son idée est simple. Provoquer une haine de l'islam en Europe
en commettant des attentats meurtriers au nom du djihad. L'Europe qui est un ventre mou dans lequel, selon lui, des populations musulmanes nombreuses et mal assimilées sont un relais formidable d'opérations djihadistes. Stigmatisés et rejetés, les musulmans d'Europe pourraient ainsi à terme rallier Al-Qaïda. La stratégie d'Al-Souri est rapidement mise en œuvre. L'Europe devient la nouvelle cible. Madrid en 2004, puis Londres en 2005 sont à leur tour touchés par de violents attentats. Mais la nouvelle stratégie d'Al-Qaïda concerne surtout son implantation au Moyen-Orient. Un autre disciple de Ben Laden prend lui aussi du pouvoir. Son nom, Abu Moussad al-Zarqawi, il est le leader d'Al-Qaïda en Irak. Les Américains ont mis les chiites au pouvoir. Alors il va rallier à sa cause les populations sunnites pour s'emparer d'un territoire. Une implantation territoriale où il pourrait vivre, avoir des ressources et se poser en champion de l'islam. Dans les tribus sunnites irakiennes, opposées à la mise à l'écart du sunnisme auquel procède l'occupant américain, ils vont trouver un certain nombre de soutiens, plus larges que les gens qui sont simplement idéologiquement proches d'eux. Al-Qaïda entrait dans une autre période. Ce n'était plus l'Al-Qaïda que nous avions connu, ennemi de l'armée américaine et de l'Occident. C'était devenu une organisation sectaire qui s'attaquait aussi à des musulmans. Dès lors, l'Occident se préoccupe moins de l'émergence de ce nouveau modèle terroriste. Les Américains sont toujours focalisés sur celui qui a osé les attaquer sur leur sol, Oussama Ben Laden. En 2005, il reste introuvable. Il est en fait retranché dans une forteresse secrète au nord du Pakistan. Il ne vivait pas particulièrement entouré de gardes, et il ne semblait pas non plus avoir prévu d'échappatoire. C'était comme s'il se sentait suffisamment protégé par les gens autour de lui. Car Ben Laden ne s'est pas installé dans n'importe quelle ville. Abbottabad est le lieu de villégiature des services secrets pakistanais et abrite également une académie militaire. Autant dire que la présence du plus grand terroriste international ne peut pas passer inaperçue. Il me paraît impossible de croire que les services secrets pakistanais, qui ont des liens si forts avec Al-Qaïda et Ben Laden, ne savaient pas qu'il se trouvait à Abbottabad depuis des années. Bien sûr qu'ils le savaient. Pour éviter la surveillance satellite, Ben Laden reste cloîtré jour et nuit. Il communique avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un messager. C'est donc seul qu'il attend son heure en regardant la télévision. Il ne pense pas vivre longtemps, en réalité. Il est quasiment convaincu que globalement les Américains vont le tuer dans les 2 années à venir et que ça serait presque bien qu'il le tue dans les 2 années à venir parce que sa vie se calerait presque sur la vie du prophète. Il aurait vécu 2 ans dans une retraite spirituelle et ainsi il serait mort véritablement comme le prophète. Sa vie aurait été à l'image de la vie du prophète. Mais Ben Laden restera 5 ans enfermé dans son complexe, jusqu'à ce que les services secrets pakistanais finissent par révéler sa position aux Américains. Les Pakistanais, qui devaient se sentir quand même un peu enquiquinés dans cette affaire, n'ont rien dit pendant assez longtemps. Le problème ensuite, ça a été la diffusion de l'info qui a dû petit à petit filtrer à l'extérieur, jusqu'à ce que ça atteigne les Américains et la présidence américaine choisisse le meilleur moment pour mener son opération. Le 1er mai 2011, quelques jours seulement après l'annonce de sa candidature pour un 2e mandat, le président américain Barack Obama donne son feu vert à l'opération Trident de Neptune. L'intervention doit être rapide et discrète. Les plus hauts responsables américains suivent le déroulement de l'assaut depuis la Maison-Blanche. À 23h30, une vingtaine de Navy Seals, des soldats d'élite américains, sont téléportés vers Abbottabad.
Ce devait être chaotique à ce moment-là, car il y avait beaucoup de gens qui couraient partout, beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et les Navy Seals ne voulaient tuer aucun d'entre eux s'ils pouvaient l'éviter. Mais les ordres sont clairs. Ils doivent ouvrir le feu à la moindre résistance. Les soldats américains fouillent toutes les pièces du complexe une par une. Le messager et son frère sortent fusil au poing. Ils sont abattus. Les Seals courent partout dans la maison, grimpent les escaliers. Et lorsqu'un des fils de Ben Laden apparaît, il est abattu à son tour. Depuis le début de l'assaut, Oussama Ben Laden reste assis dans une pièce au 3e étage. Il ne cherche pas à s'enfuir. Ils ont aperçu furtivement la tête de Ben Laden à l'étage. Alors ils sont montés et ils ont ouvert le feu. On ne sait pas s'il y a eu 2 ou 3 coups de feu, mais il a été touché à la tête et à la poitrine. Et il est mort quasiment sur le coup. Donc ça n'a pas été une grande fusillade, ça a été très rapide, chirurgical. L'assaut aura duré 38 minutes. Les soldats américains ne s'attardent pas. Ils récupèrent tous les documents qui traînent, les ordinateurs, les disques durs. Mais surtout, ils emportent avec eux le corps d'Oussama Ben Laden pour le faire disparaître. Quelques minutes plus tard, le président Barack Obama s'apprête à annoncer la nouvelle au monde entier. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Très vite, les Américains descendent dans la rue pour célébrer cette victoire symbolique. 10 ans après les attentats du 11 septembre, ils ont le sentiment d'avoir eu enfin leur revanche. Ça ressemble à la fin d'un long épisode de l'histoire américaine. Malheureusement, le monde a changé. Et la violence des idées insufflée par Ben Laden perdure toujours dans des pays comme la Syrie. Car pendant que les Américains se réjouissent de l'événement, les héritiers de Ben Laden sont en train de créer un monstre bien plus inquiétant qu'Al-Qaïda. Le groupe État islamique, Daesh. Ben Laden est mort, Zawahiri se cache en Afghanistan. C'est la nouvelle génération qui reprend le flambeau. Le théoricien Al-Souri et le sanguinaire Zarqawi, qui sera lui remplacé par Baghdadi après sa mort en 2010. Baghdadi et un certain nombre d'autres qui, là, ont transformé le système en s'inscrivant contre Al-Qaïda historique et en développant, alors eux, une stratégie de contrôle territorial en Irak, puis en Syrie. En 2012, Al-Qaïda en Irak étend son emprise jusqu'en Syrie, en récupérant des zones délaissées par le dictateur Bachar el-Assad. Le pays est en pleine guerre civile depuis la révolution arabe, et les terroristes en profitent pour allier à leur cause les tribus sunnites syriennes. Aujourd'hui, le plus grand djihad mondial se situe en Irak et en Syrie. Et des gens viennent se battre des 4 coins du monde, exactement comme pour le djihad en Afghanistan dans les années 80. Baghdadi compare d'ailleurs son action à celle du djihad afghan. Le 5 juillet 2014, il fait sa première apparition publique dans la grande mosquée de Mossoul, une ville désormais aux mains des terroristes. Ce jour-là, il est venu s'autoproclamer calife de l'État islamique, le nouveau nom de l'organisation terroriste. كتاب يهدي وسيف ينصر وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم
ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام أمانة ثقيلة. L'instauration d'un califat avec un territoire et des hommes pour le défendre. C'était le grand projet de Ben Laden. Baghdadi est en train de le concrétiser. L'État islamique, c'est une administration, c'est une armée avec un chef, une mission, des moyens, des véhicules, du matériel, et qui fait la guerre. La restauration du califat va être très difficile à déraciner. Aujourd'hui, on a des mesures, on a des stratégies, on a des armées, mais on n'a pas un projet politique à offrir face à ce projet politique planté par Ben Laden. Une nouvelle entité terroriste, encore plus violente que les précédentes. Une nouvelle guerre internationale, sur le sol syrien cette fois. De nouvelles vagues d'attentats, et notamment en France, en janvier et en novembre 2015. Depuis 40 ans, l'histoire se répète, sans que l'on parvienne à enrayer le terrorisme islamiste et son pouvoir de contamination.